Salut à tous! J'espère que vous êtes ravis de me retrouver. En tout cas, moi, toujours. La saga Predator, elle est moribonde. En effet, depuis Predator 2 de Stephen Hopkins, eh bien, on est allé de catastrophe en catastrophe. Et donc, il y a quelques mois de cela, quand j'ai appris que c'était le génial scénariste metteur en scène Shane Black qui allait reprendre les rênes et sortir le nouveau Predator qui s'appelle The Predator, j'ai pas hésité une seule seconde. J'ai pris ma caméra et je vous ai enregistré une rétrospective de ce génie de la plume. Alors, tout comme moi, si vous attendez avec impatience le nouveau Predator, on attend avec aussi impatience ce qu'a fait Shane Black avec ce génial personnage issu de l'imagination du cinéma hollywoodien, comme on aime bien le voir depuis le Predator de John McTiernan en 1987. Alors, bonne vidéo, et quand le film sortira, eh bien, on se retrouvera pour l'occasion. Ciao. Scénariste de ces films, et par la même occasion scénariste de quelques films des autres dans les années 90, qui avec son dernier film, The Predator, eh bien, va nous faire une relecture d'un personnage, d'une créature mythique du cinéma hollywoodien, en l'occurrence le Predator, qui effectivement a vu pour la première fois son apparition en 1986 avec pour la direction d'acteur John McTiernan et bien sûr avec sa star Arnold Schwarzenegger. Eh bien, Shane Black, puisque c'est de lui qu'on va parler, était alors juste un comédien, puisqu'il faisait le rôle de Hawkins, qui se faisait bien sûr tuer par la créature. Et donc, en 2018, il reprend les rênes de ce personnage pour nous sortir son film, et donc par là même susciter une énorme attente de la part des fans, afin de réhabiliter, on va dire, un, un, une créature qui s'est fait quand même un petit peu massacrer par les différentes versions qui sont sorties après celle de John McTiernan. Mais surtout, Shane Black est surtout connu pour être un scénariste exceptionnel, livrant par là les scénarios de quelques grands films, réussite majeure dans les années 90. Et après, il est passé à la réalisation en signant tout simplement pour l'instant, eh bien, un sans faute. Et si nous parlions de Shane Black? Allons tout de suite à l'année 1987. En l'occurrence, Shane Black est un tout jeune scénariste et il va livrer pour Fred Dekker, le metteur en scène, un scénario qui va rendre un vibrant hommage au cinéma d'horreur, au cinéma des monstres des années 30-40, notamment le cinéma des films de la Hammer, une société de production éminemment connue pour ses films fantastiques. Et donc, avec Monster Squad, eh bien, Fred Dekker va effectivement, avec son scénariste Shane Black, va nous livrer un film d'une puissante efficacité. En tout cas, c'est vrai que nous sommes dans les années 80 et donc il y a les effets spéciaux de l'époque, c'est vrai, mais un film d'une puissante efficacité car sans temps mort, se déroulant vraiment de manière très linéaire, avec surtout ce bestiaire, on va dire, de monstres qui va de Dracula en passant par Frankenstein, le loup-garou ou encore la momie, où une bande d'enfants va lutter, va monter son groupe, la Monster Squad, afin de lutter contre les vils desseins de Sir Dracula, qui donc va réunir tous les autres monstres afin de pouvoir dominer le monde, etc. Et donc c'est vrai que c'est un film qui ressemble quand même aux productions de Steven Spielberg de l'époque, c'est-à-dire Les Goonies ou bien encore Le Secret de la Pyramide. C'est-à-dire, c'est un film qui part d'un point de vue de l'enfant
ce qui sera une récurrent dans la filmographie de Shane Black, et pour avoir un regard, c'est vrai, sur cette génération de monstres qui a bercé, on va dire, l'univers du cinéma des années 30-40, qui avait un petit peu disparu des radars, et qui, sous la plume de ce scénariste, eh bien, va revenir sur les écrans. C'est vrai que le film ne sera pas un très gros succès, mais néanmoins, on voit déjà la patte d'un futur grand. Alors, pour la petite anecdote, il y en a deux concernant Monster Squad. Eh bien, je vous ai dit que le film est réalisé par Fred Dekker, qui plus tard va réaliser l'inepte Robocop 3. C'est vrai que c'est comme ça. Mais il va proposer un petit rôle, justement, à Shane Black dans ce film. Et puis surtout, dans le rôle de Frankenstein, il y a le comédien Tom Noonan, qu'on connaissait pour être le méchant face à Hannibal Lecter dans le Sixième Sens, c'est-à-dire Manhunter de Michael Mann, mais surtout qui va retrouver Shane Black, scénariste, dans le Last Action Hero de John McTiernan, car bien sûr, c'est lui qui fait le grand méchant du film. Et voilà. Mais si le succès n'est pas vraiment au rendez-vous pour Monster Squad, vous inquiétez pas pour Shane Black. Dans la même année, il va signer le scénario d'un film qui restera jusqu'à ce jour bien mythique. A tout de suite. Martin Riggs et Roger Murtaugh. Deux noms qui resteront à jamais dans l'histoire du buddy movie et du film d'action. 1987, ça y est, Shane Black signe un énorme succès au box-office. Comme je l'ai dit, un film qui deviendra mythique, vous l'avez tous vu. Évidemment, je parle de L'Arme Fatale. 3 suites suivront ce brillant scénario. Le deuxième, également scénarisé par Shane Black, mais je précise, ni le 3 ni le 4 ne seront concernés par ce scénariste. On s'arrêtera donc à L'Arme Fatale 1 et 2, mais revenons sur le premier du nom, réalisé par Richard Donner, qui avait déjà réalisé un autre chef-d'œuvre, en l'occurrence Superman, avec Christopher Reeves. Et un petit clin d'œil également à Margot Kidder, qui faisait le rôle de Lois Lane, qui nous a quittés. Voilà, c'était un petit clin d'œil par là. Et donc, L'Arme Fatale, on a déjà tout dit, tout vu, tout entendu sur ce premier film. Effectivement, exceptionnel. Le duo fonctionne à merveille. Les scènes d'action sont superbes. Mais c'est surtout, en 1987, Shane Black va bouleverser deux genres. En l'occurrence, le buddy movie. Le buddy movie, vous savez, c'est l'association de deux personnages qui n'ont rien à voir en commun et qui finalement se retrouvent afin de lutter pour une cause commune. Et donc, le précédent buddy movie qui avait véritablement épaté et fait un carton, c'était le 48 heures de Walter Hill avec l'association Nick Nolte, Eddie Murphy. Eh bien, c'est vrai que L'Arme Fatale, on va dire, se rapproche un petit peu de 48 heures. Mais là où Shane Black a une idée absolument géniale, c'est qu'il va nous faire pénétrer dans l'intimité justement de ce Roger Murtaugh. On va vraiment s'attacher à ce personnage et par la même occasion s'attacher à cette relation qui n'aurait jamais vu le jour sans une histoire bien sûr de criminel joué par Gary Busey, génialement joué par Gary Busey, un habitué des rôles de méchants. D'ailleurs, pour la petite histoire, qui va retrouver Danny Glover dans Predator 2, eh bien, décidément, là, on dirait que c'est une grande famille, tout ça. Et donc, comme je disais, avec L'Arme Fatale, Shane Black va renouveler également un genre, c'est-à-dire le film policier en quelque part. Car juste avant, c'était vraiment plutôt les aventures solo des policiers, style que Clint Eastwood ou encore Charles Bronson. Là, on a véritablement le duo parfait, une alchimie superbe avec un scénario brillant, puisque à la fois doté d'un humour pas trop pesant, ce qui va plomber bien sûr L'Arme Fatale 3 et 4. Et là, on est plutôt dans un humour bien distillé.
On est plutôt également dans une certaine forme de violence qu'on voit quasiment plus au jour d'aujourd'hui. Rappelez-vous, hein, Mel Gibson se faisant méchamment torturer. C'était vraiment courant quand même dans les années 80, mais on n'hésitait pas à le montrer. Rappelez-vous également ce personnage de flic, comme on dit, hein, borderline sur la corde raide, qui fume, boit, qui vit dans une houlotte, qui a tendance suicidaire, qui, comme on dit, qui est une sorte de flic badass. Et donc c'était absolument plaisant de voir un personnage aussi jusqu'au boutiste, qui par la suite va faire parler la poudre. Et donc face à lui, ce gentil père de famille au bord de la retraite, véritablement on a effectivement tout dit, tout entendu sur L'Arme Fatale. C'est génial. Et donc Shane Black va signer un énorme carton au box-office. Alors je dis Shane Black, mais évidemment Richard Donner, le metteur en scène. Les deux vont se retrouver pour ce qui sera encore plus gros, plus énorme. Et bien sûr je parle de L'Arme Fatale 2. Nous sommes donc 2 ans plus tard, en 1989. Shane Black signe le scénario de L'Arme Fatale 2, toujours réalisé par Richard Donner, avec encore une fois Mel Gibson et Danny Glover. Un troisième personnage fera son apparition dans le film, en l'occurrence Joe Pesci, dans le rôle de Leo Getz. Leo Getz qui va apporter, on va dire, une nuance par rapport au premier film, c'est-à-dire un peu plus d'humour. Effectivement, le côté un peu sombre et radical de L'Arme Fatale va légèrement disparaître dans cette Arme Fatale 2, qui sera un petit peu plus penché vers l'humour, qui prendra beaucoup trop de place, comme je le disais, dans les deux suites de la saga. En l'occurrence, là, pour L'Arme Fatale 2, eh bien, on retrouve quand même cette alchimie entre les deux personnages, Riggs et Murtaugh. On retrouve également toutes les scènes d'action qui avaient lieu dans le premier film, mais un petit peu, on va dire, multipliées par 2, puisque succès oblige, eh bien, il faut faire plus grand, plus fort. Mais néanmoins, jamais cette surenchère dans l'action ou encore cet ajout d'humour ne va gâcher l'immense plaisir que l'on a devant cette Arme Fatale 2 ultra efficace. On reste quand même dans l'univers de Martin Riggs, qui reste sur la corde raide, puisque, rappelez-vous, après la mort du personnage féminin joué par Patsy Kensit, qui faisait sa petite amie, où il espérait retrouver une belle histoire, et bien, après cette mort, on va retrouver le Martin Riggs du premier film, lors de la deuxième partie de L'Arme Fatale 2. Et c'est vrai que Shane Black, il l'a dit lui-même, il devait faire mourir Martin Riggs. D'ailleurs, on voit le début de la scène dans L'Arme Fatale 2 où il meurt. Mais évidemment, bon, les producteurs sont passés par là et on ne tue pas la poule aux œufs d'or. Il ne va pas mourir, évidemment. Et donc, mais c'est pas grave, car L'Arme Fatale 2 reste quand même un sommet du genre. Pour certains, peut-être même meilleur que le premier. J'irai pas quand même jusque-là, mais ça reste sacrément efficace. Shane Black continue sa brillante carrière de scénariste en signant 2 ans plus tard un autre chef-d'œuvre. Après les succès monstrueux des 2 Armes Fatales, une autre association va faire des étincelles au cinéma. Si je vous dis Joe Allen Beck et Jimmy Dix, ça vous dit quelque chose ou pas? Non? Bah écoutez, Jimmy Dix est interprété par Damon Wayans. Chose amusante, Damon Wayans va reprendre plutôt le rôle de Roger Murtaugh de L'Arme Fatale dans la série du même nom. Comme quoi, rien ne se perd, tout se recycle. Néanmoins, Damon Wayans sera associé à Bruce Willis dans le rôle de Joe Allen Beck. Le film Le Dernier Samaritain, réalisé par Tony Scott. Un sommet du genre. Chef-d'œuvre absolu, encore une fois, dans le buddy movie. Shane Black continue à nous présenter 2 personnages totalement différents qui vont à nouveau devoir travailler ensemble.
Bruce Willis, c'est un détective privé complètement à la ramasse. C'est un loser total. Sa femme s'en fiche de lui. Sa fille, elle aussi, pareil, ne le considère même pas comme un homme. Il est totalement abandonné de tous. Mais surtout, il est une sorte de je m'en foutiste. C'est-à-dire, il s'en fiche également de ce qui l'entoure, de ce qui se passe. Il boit, il fréquente les bars. Enfin bref, il est totalement à côté de la plaque. Nous présentons un personnage, c'est vrai, tout comme Mel Gibson dans L'Arme Fatale, qui n'est pas le héros classique, comme on a l'habitude de voir dans les films tout propre sur eux. C'est plutôt un anti-héros que Bruce Willis joue à la perfection. Évidemment, il va rencontrer son opposé, Jimmy Dix, qui lui est un ex-quarterback immensément célèbre, qui lui aussi, par contre, ils ont un point commun. Lui aussi est un petit peu sur la touche. Et par contre, il se drogue alors que l'autre boit. Donc c'est vrai que Shane Black arrive quand même à réunir des points communs entre les deux personnages qui, dès le départ, ne vont pas du tout s'apprécier, mais qui finalement, au cours du film, vont finir effectivement par faire cause commune. C'est le classique du buddy movie, sauf que là, Shane Black va dynamiter l'intérieur de son film avec ce qu'on appelle des punchlines absolument géniaux. Tous les dialogues sont remarquables. C'est vraiment peut-être l'un des films avec les dialogues les plus percutants du cinéma. Le Dernier Samaritain, réalisé par Tony Scott, fait preuve également d'un immense spectacle, car c'est un film d'action pétaradant, ça explose de partout, des scènes de gunfight, de poursuites à ne plus en finir. Et le duo fonctionne encore une fois à merveille, sans oublier le regard sur l'enfance, car Shane Black n'oublie pas les enfants, il aime bien avoir le point de vue, avec la fille qui joue le rôle de la fille de Bruce Willis, qui a sa part belle dans le scénario, et donc une alchimie encore une fois parfaite pour un film monumental. L'un des meilleurs films de Tony Scott, il faut le dire, avec True Romance. Oui, oui, je m'avance en disant ça. Mais c'est vrai que Shane Black a cette faculté d'offrir à ses metteurs en scène eh bien, des films remarquables. Ce sera encore le cas eh bien, avec le suivant. Allez, c'est parti. C'est vrai que on n'est pas du tout dans le film d'action classique avec un Schwarzenegger tout puissant, héroïque, qui à grands coups de mitrailleuse et de scènes d'action, on va dire normales, tue les méchants. Non, cette fois-ci, dans The Last Action Hero, il y a une véritable réflexion sur le cinéma, sur le genre, le film d'action. Et Shane Black va signer un scénario exceptionnel, remarquable dans sa description du milieu cinématographique, en prenant effectivement le regard d'un enfant, la récurrence chez lui, et le plonger dans le film d'action où il a pour idole une star du cinéma interprétée par Arnold Schwarzenegger, donc, mais surtout qui est Jack Slater, qui est le personnage de fiction que cet enfant va côtoyer pendant tout le métrage en essayant de convaincre ce Jack Slater qu'il est en fait un véritable comédien, en l'occurrence Arnold Schwarzenegger dans la vraie vie. Et c'est vrai que c'est ce passage de la fiction à la réalité qui avait, on va dire, causé beaucoup de soucis à la production, puisqu'on ne savait pas trop comment vendre le film. Je dis on, enfin, comment les responsables de production ne savaient pas trop comment vendre le film, car face à eux, il y avait le puissant Jurassic Park qui l'a terrassé. Et donc, c'est vrai que Shane Black signe une œuvre multiple, puisqu'on est également dans la référence cinématographique, on fait beaucoup allusion à d'autres films, ce que notre cher ami, par exemple Deadpool, n'arrête pas de faire, mais avec
beaucoup moins de talent. Et donc, Shane Black, avec The Last Action Hero, donne l'occasion à John McTiernan, après Predator, eh bien, de signer un nouvel opus majeur dans sa filmographie, alors qu'il y en a déjà tant. Et effectivement, l'un des meilleurs films, encore une fois, d'Arnold Schwarzenegger. The Last Action Hero, c'est véritablement une mise en abîme de ce qu'on adore dans le cinéma, avec peut-être des explications de texte un petit peu trop prononcées. C'est le petit bémol qu'on pourrait faire à ce film. Mais dans sa grande globalité, ça reste très intelligemment écrit, très intelligemment mis en scène, je dirais même brillamment mise en scène, et ça reste encore une fois une œuvre majeure dans la géniale filmographie de Shane Black. Le metteur en scène Rémi Harlin est tout puissant. En effet, il vient de signer 2 cartons au box-office. En l'occurrence, Die Hard 2, c'est-à-dire 58 minutes pour vivre, la deuxième aventure de John McClane, et puis Cliffhanger avec Sylvester Stallone. Cette fois-ci, il va retrouver le scénariste Shane Black, qui va associer Gina Davis et Samuel L. Jackson dans le puissant Au revoir à jamais. Alors, The Long Kiss Goodnight, le titre original, devait être le début d'une saga. Malheureusement, l'échec du film fera que qu'on s'arrêtera là. Mais chose incompréhensible quand même, c'est que le scénario pourtant reprend les grandes lignes de ce que Shane Black a déjà prouvé par le passé. C'est vrai qu'il associe à nouveau 2 personnages qui n'ont rien à voir en commun, une mère de famille tranquille. On pénètre à nouveau dans l'intimité du personnage principal, comme pour par exemple Martin Riggs ou encore Joe Allen Beck précédemment. Et là, cette jeune femme va à son mari, son enfant, l'enfance encore une fois présente, et donc son passé va la rattraper. Et en face d'elle, ou à côté d'elle, on a à nouveau un détective privé qui va d'arnaque en arnaque comme ça pour essayer de s'en sortir. Shane Black a cette récurrence des personnages qui sont pas hauts en couleur. Il aime bien les personnages un petit peu borderline et qui vont s'avérer être héroïques à la fin. Et donc, ces 2 personnages vont se rencontrer, pardon, et c'est surtout le passé de cette mère de famille qui va la rattraper, puisque en fait, c'est une super agent qui va devoir reprendre du service car elle est pourchassée par ses anciens partenaires. Donc, ultra efficace encore une fois. Vraiment, au revoir à jamais. Ne fait pas du tout tâche dans la filmographie de Rémi Harlin. Il va bien sûr gâcher tout ça par la suite avec d'autres films complètement ratés. Mais encore une fois, sous la plume de Shane Black, eh bien, il réalise encore une fois l'un de ses meilleurs films avec des séquences d'action exceptionnelles, encore une fois, très bien mises en scène, sans temps mort, c'est ultra efficace, mais surtout, il y a encore une fois cette faculté de Shane Black à mettre dans la bouche de ses comédiens eh bien, d'excellents dialogues. Et encore une fois, il ne perd jamais son fil conducteur qui est de faire que nous partageons effectivement, on a une réelle empathie pour les personnages qu'il dépeint. Et c'est encore une fois le cas avec Gina Davis, qui est remarquable dans son rôle, et Samuel L. Jackson, bien sûr, que l'on connaît, qu'on a l'habitude de voir, qui fait un excellent second rôle. Et c'est vrai que le film va sonner le glas de l'association Rémi Harlin-Gina Davis, qui s'était retrouvée également sur L'île aux pirates. Malheureusement, l'échec de ces 2 films feront que on ne les verra plus jamais ensemble. C'est dommage, mais c'est vrai que Au revoir à jamais reste, encore une fois, un fleuron du genre.
Après les échecs de The Last Action Hero et de Revoir à jamais, on ne va pas revoir Shane Black avant longtemps. Certes, il a apparu dans le chef-d'œuvre de James L. Brooks pour le pire et pour le meilleur, avec l'immense, extraordinaire Jack Nicholson, bien sûr. Et en tant qu'acteur, Shane Black fait son retour en tant qu'acteur, mais en tant que scénariste, il va disparaître, néanmoins, pour revenir par la grande porte en signant un film remarquable, encore une fois. Cette fois-ci, il est scénariste, mais également metteur en scène. Ce sera le début de la grande aventure de réalisateur de Shane Black, qui va commencer avec son superbe Kiss Kiss Bang Bang, avec dans les rôles principaux Robert Downey Jr., Val Kilmer ou encore Bridget Monaghan. Ce trio, cette fois-ci, on n'est plus dans un duo, mais dans un trio, ce qui prouve que Shane Black peut quand même varier. Ce trio va faire des étincelles. Dans un film qui est bourré d'humour, également avec des scènes d'action parfaitement maîtrisées, mais c'est surtout cette alchimie entre ces trois personnages qui fera le sel de ce Kiss Kiss Bang Bang. Robert Downey Jr. est génial encore une fois en personnage de seconde zone, un acteur qui essaye de s'en sortir, qui va se retrouver empêtré dans une affaire incroyable. Il va faire la connaissance de cette femme qui va l'accompagner dans son aventure, qui elle aussi est un petit peu fofolle, qui n'est pas une femme d'action, loin de là, mais qui va s'avérer être obligée de suivre les pérégrinations de Robert Downey Jr. au fil de l'histoire. Et puis, effectivement, ce Val Kilmer, dans le rôle d'un détective privé, très cool, tranquillou, qui lui aussi va chapeauter les deux personnages lors d'un scénario mais abracadabrant, mais totalement maîtrisé par Shane Black, qui signe encore une fois des dialogues percutants pour un film qu'il faut voir absolument, qui ne sera pas encore une fois un gros succès au box-office. Et ça, c'est vraiment une question à se poser. Comment se fait-il que après les deux premiers Armes Fatales, Shane Black n'a jamais vraiment réussi à imposer sa patte au box-office au niveau scénaristique, il n'y a pas de problème, il est très réputé, mais c'est vrai qu'au box-office, on a l'impression que le public ne suit pas ce qu'il écrit. On a l'impression quand même qu'il est peut-être trop avant-gardiste ou va un petit peu trop loin dans ce qu'il fait, et que peut-être le public préfère des choses plus classiques, plus normées. Et c'est véritablement dommage, car Kiss Kiss Bang Bang est un véritable chef-d'œuvre. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille, c'est remarquable. Mais je parle d'échec au box-office, eh bien, il va se rattraper avec son incursion dans l'univers de Marvel. Et quand on sait ce que font les films plutôt de Marvel au box-office, eh bien Shane Black a eu raison. Allez, c'est parti pour Iron Man 3, bien sûr. Iron Man 2 vient de faire un carton au box-office. Mais si, commercialement parlant, l'affaire fut juteuse pour Marvel, au niveau artistique, c'est vraiment une catastrophe. En fait, Iron Man 2 est certainement l'un des pires films Marvel, enfin en tout cas que Marvel ait produit jusqu'à aujourd'hui. Alors va se passer une chose improbable, une chose vraiment auquel on ne s'y attendait pas. Eh bien, Shane Black va décider de se lancer dans la réalisation, mais surtout dans la scénarisation d'Iron Man 3. Et bien, on a appris à Marvel d'accepter de l'accepter dans son écurie, car avec Iron Man 3, Shane Black signe l'un des meilleurs films que Marvel ait produit depuis donc le premier Iron Man. En fait, dans l'univers des super-héros, eh bien, il y a une chose qui
qui se fait très très rarement, c'est d'aller plus loin que le concept de base. En fait, effectivement, il y a toujours cette rivalité entre le gentil et le méchant sur fond de domination du monde ou encore de retrouver un objet quelconque. Mais rarement, on va vraiment puiser dans ce qui fait l'essence même du héros. Et donc, Shane Black va s'atteler à ça. Et à l'instar des deux premiers Captain America, par exemple, le premier Captain America parlait de l'héroïsme, du patriotisme. Mais qu'est-ce que l'homme en tant que héros, au-delà du fait qu'il soit un surhumain dans Captain America 2, par exemple, ce qui transcendait le scénario, c'était d'avoir les implications, on va dire, politiques ou même géopolitiques dans l'univers d'un super-héros. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'ils avaient pris Robert Redford, grand spécialiste des grandes causes, pour interpréter le méchant du film. Et donc, avec Iron Man 3, on est dans la même lignée. C'est-à-dire que, au-delà du super-héros, quel est l'homme? Que vaut l'homme derrière son armure? Et ça, Shane Black l'a écrit de brillante manière. En fait, il déconstruit le personnage pour mieux le faire renaître. Alors effectivement, on peut regretter peut-être une dernière partie un petit peu trop axée sur l'action et les effets spéciaux, mais c'est pas grave, car on est quand même dans un film de super-héros, un film commercial, et donc Marvel va pas renier non plus son personnage, mais tout ce qui se passe avant est absolument remarquable. Le méchant interprété par Ben Kingsley et interprété également par Guy Pearce sont magnifiquement dessinés. Il y a une sorte de manipulation qui est faite, il y a des rebondissements. Effectivement, les scènes d'action sont monumentales, mais au-delà de ça, c'est vraiment des personnages très bien écrits, fascinants, qui sont dépeints dans cet Iron Man 3. Comme je l'ai dit, Shane Black fait encore une fois de l'excellent travail. On retrouve l'univers de l'enfant, puisque, rappelez-vous, dans ce film, il y avait ce duo, oui, le buddy movie est de retour, entre ce petit garçon et Iron Man, et à travers les yeux de cet enfant, on redécouvrait le Tony Stark, en fait, qu'on avait laissé un petit peu de côté, dans son côté grand guignol. Et donc, Robert Downey Jr. retrouvait donc Shane Black après Kiss Kiss Bang Bang, et lui donnant par la même occasion un très beau rôle à jouer, un très bon Tony Stark à jouer, un vrai personnage à interpréter au-delà de l'armure d'Iron Man. Voilà. Et donc, avec ce film qui fait un carton au box-office, Shane Black renoue avec le succès, mais c'est vrai, à travers une écurie en fait, qui ne connaît pas l'échec. Mais ce serait bien qu'effectivement Shane Black puisse avoir un beau succès personnel, on va dire, en dehors de Marvel. Est-ce que ce sera pour le prochain film? Ben, on verra ça tout de suite. Nous sommes dans les années 70. Une brute épaisse et une sorte d'imbécile heureux forment le nouveau duo, dans le nouveau buddy movie de Shane Black. Encore une fois, magnifiquement écrit et superbement mis en scène. Russell Crowe et Ryan Gosling forment le nouveau duo. Ils sont épatants. Et encore plus épatant, c'est le scénario du film. On est dans le milieu des hautes personnalités et ces deux personnages en fait qui sont totalement à côté de la plaque vont s'immiscer dans une espèce d'histoire abracadabrante, mais toujours dans une ligne directrice très précise où Shane Black dépeint des personnages hauts en couleur dans des situations hautes en couleur et The Nice Guy reste formidable de bout en bout. Alors c'est vrai qu'on pourrait peut-être lui reprocher d'utiliser des recettes qu'il a déjà utilisées ailleurs, dans d'autres films, effectivement, car c'est vrai qu'il y a une petite pincée de celui-ci, une petite pincée de celui-là. On retrouve, par exemple, l'univers un petit peu décalé de Kiss Kiss Bang Bang. Mais c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes, n'est-ce pas? C'est-à-dire que Shane Black, en fait, il fait ce qu'il sait faire le mieux. C'est dépeindre deux caractères opposés qui vont s'allier ensemble. Et donc, on est parfaitement dans l'univers de ce scénariste qui n'arrête pas de nous étonner, de nous surprendre systématiquement avec des sujets certes déjà utilisés, mais il le fait tellement bien
que on en redemande tout simplement. Alors dans la distribution, on retrouve la très belle Kim Basinger qui avait déjà tourné avec Russell Crowe dans un autre chef-d'œuvre du genre, un autre film de détective privé, en l'occurrence Los Angeles Confidential de Curtis Hanson. Et donc c'est avec un immense plaisir qu'on les retrouve pour un film absolument superbe. Alors voilà, c'est terminé pour la rétrospective sur Shane Black. On attend impatiemment son nouveau film, The Predator. Mais un petit mot quand même, avant de vous quitter, pour vous dire que s'il a réalisé Iron Man 3, eh bien, on ne peut pas être forcément surpris. C'est vrai que dans Predator, rappelez-vous, c'est lui qui faisait le rôle de Hawkins, celui qui lisait quoi? Eh bien, des comics. Et oui, donc les choses reviennent et se rattrapent. Alors, lorsque The Predator va sortir, on va revenir un petit peu sur la saga. Et puis, on se retrouve la prochaine fois. D'accord? Allez, voilà. Ciao!